Bonjour Michel Zancarini-Fournel et merci d'accorder cet entretien à Lutte ouvrière. Alors, tu es Bonjour. historienne et tu es l'auteur de ce livre, Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours. C'est un ouvrage qui est paru en 2016, un livre qui cherche à donner la parole à toutes celles et à tous ceux qui ont été les dominés de l'histoire de France, les subalternes. Ce n'est pas l'histoire de la nation ou de l'État, qui est souvent célébrée dans les médias, dans différents ouvrages. C'est plutôt une histoire des opprimés. C'est un livre qui couvre plus de 3 siècles et qui est parcouru par un fil rouge, celui des luttes, les luttes de classe, les luttes des femmes, les luttes des peuples colonisés, et qui cherche donc à restituer toute la complexité de ces combats, comment ils évoluent, comment ils se transforment au fil du temps, et puis aussi comment les idées cheminent. Il y a pas mal de choses sur l'évolution des conceptions sociales et politiques. C'est un gros livre qui fait près de 1000 pages. On n'aura pas le temps de tout évoquer. Ce qu'on voudrait, c'est te poser quelques questions qui permettent à celles et ceux qui nous regardent de se faire une idée de l'approche, de la perspective adoptée que tu as retenue pour ce livre. Alors peut-être pour commencer une question sur les bornes retenues, notamment le point de départ. Mais pourquoi 1685 comme point de départ? C'est une date inhabituelle, ce n'est pas la date d'une guerre ou d'un règne. Alors j'ai choisi 1685 qui est à la mi-temps du règne de Louis XIV, qui incarne le pouvoir absolu, pour montrer, parce que je voulais aussi faire l'histoire décoloniser, dédominer dans l'Hexagone et en dehors de l'Hexagone. Et je trouvais que partir de 1685, qui était la date d'un édit qui était pour les populations occupées des Antilles françaises, ça permettait d'expliquer justement, de partir de ces populations qui sont très très peu évoquées habituellement. Et donc c'est ce qu'on a appelé après le Code noir. Au départ, ça ne s'appelait pas le Code noir, mais ça s'est appelé ensuite le Code noir. Il y a eu d'ailleurs des codes noirs selon les territoires. Mais bon. Et cet arrêt, en fait, c'est le premier texte mondial sur la définition juridique de l'esclavage. Et donc, c'est une définition juridique de l'esclavage à la française. Mais contrairement à ce qu'on a souvent dit, c'est plus au départ un texte de police religieuse. L'idée, c'était de catéchiser les esclaves. Et d'ailleurs, le premier article porte sur les Juifs, ce qui prouve que c'était bien la religion qui était au centre de l'attention pour cet édit. Et puis ensuite, dans les autres articles, il y a toute une série disons, de définitions, de rapports entre maître et esclave. 1685, c'est aussi la date où l'édit de Fontainebleau révoque l'édit de Nantes, c'est-à-dire le droit aux protestants d'exercer leur religion. Et puis, c'est aussi une date qui fait qu'on emprisonne dans les hôpitaux, parce que enfin, on met dans les hôpitaux les vagabonds, et s'ils sont arrêtés plusieurs fois, ils sont envoyés aux galères. Donc, c'est une date, on peut dire une année terrible du point de vue du règne de Louis XIV, de ce pouvoir absolu. Et ça me paraissait important aussi parce que je voulais faire l'histoire des dominés, et ces dominés qui étaient pas seulement des pauvres, c'était aussi des gens qui étaient dominés politiquement, comme par exemple les protestants. Dans les protestants, il y a des pauvres et il y a des riches, et ils sont poursuivis de la même façon par rapport au refus qu'ils puissent exercer leur religion. Bon, quelle approche tu utilises pour les sources? Comment, par exemple, dans l'Ancien Régime, on peut donner à entendre la voix de ceux qui laissent peu de traces dans les archives, ou en tout cas qui publient peu, qui prennent rarement la parole en public? Alors ça, c'est très compliqué. Et donc, enfin, en histoire, on a l'habitude d'utiliser des sources par leur biais.
C'est-à-dire qu'on peut prendre des textes judiciaires, des textes de policiers, etc. Et puis à partir de là, pouvoir dessiner, enfin retrouver donc certaines pratiques ou certaines paroles dédominées. Je commence par exemple le premier chapitre du livre par un récit d'un policier qui arrête un petit groupe de gens qui sont partis en marronnage, c'est-à-dire les esclaves qui quittent leurs conditions d'esclaves pour aller dans la forêt, pour aller là, ils partent en bateau, mais après ils vont dans la forêt, là en l'occurrence la forêt amazonienne, puisque c'est la Guyane, et donc voilà, par cette description fine d'un rapport de police, on peut arriver à découvrir la vie de ces esclaves. Par ailleurs, il y a en particulier dans la première moitié du 19e, il y a un desserrement, on peut dire, pendant la monarchie de Juillet de la question sur la justice. Et il y a des esclaves qui arrivent à porter plainte et qui trouvent l'oreille d'un certain nombre de juges libéraux. Et ces récits, donc, qui sont enregistrés par la justice, ont permis très récemment de publier dans ces textes de ceux qui se disent, je cite, libres et sans faire. C'est-à-dire qu'ils viennent témoigner, alors qu'ils sont esclaves, ils viennent témoigner devant la justice de certaines conditions qu'ils trouvent insupportables. Donc alors évidemment, il y a des biais parce que très souvent, ils parlent en créole, il y a un traducteur, c'est mis dans un langage juridique, donc tout ça sont des biais, évidemment, ce n'est pas la parole pure, mais ça permet quand même d'accéder à une certaine vision de ces esclaves par ailleurs. Par ailleurs, il y a quelques journaux alors, de gens qui ont accédé à l'écrit par divers moyens. Par exemple, qui sont connus, des historiens modernistes. Par exemple, je vais en citer deux. Il y en a un de Ponce-Millet, qui est un domestique qui vient d'un village et qui raconte sa vie, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Ou bien, il y a un ouvrier lillois aussi, qui était, en fait, on dit ouvrier, enfin lillois, mais en réalité, il possédait des métiers à tisser, et qui s'appelle Chavat, et qui a été publié, donc le journal de Chavat. Ou bien on peut faire même l'histoire du silence. Michel Vauvel l'a fait pour des testaments, par exemple. En étudiant des testaments, il a montré à partir de ces testaments et du silence et de la non-participation d'un certain nombre de protestants de villages de Provence, comment le silence des gens pouvait être source d'histoire. Donc voilà, c'est pour montrer que c'est très compliqué, mais qu'on peut y arriver. Mais contrairement aux États-Unis, il y a très très peu de textes écrits d'esclaves, par exemple, alors qu'on en trouve aux États-Unis à cause, enfin, ça vient de la religion, tout simplement. Alors, faisons un peu un saut dans le temps. La Révolution française, il y a beaucoup d'aspects de la Révolution dont le livre traite, en particulier la condition des femmes, la condition des pauvres, la révolte des esclaves noirs à Saint-Domingue, l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce que tu as voulu souligner dans ces pages sur la Révolution? Alors, du point de vue des femmes, je crois que j'ai voulu souligner le fait que quelque chose qui est souvent décrit dans les manuels scolaires, par exemple, la manifestation d'octobre 1789, quand les femmes vont à Versailles, alors qui est souvent raconté sous une forme plaisante, en réalité, c'est fondamental pour le cours de la Révolution, puisque c'est à la suite de cette manifestation que le roi, la reine, toute la famille royale, plus les assemblées, les clubs, etc., se déplacent de Versailles à Paris et sont alors sous le contrôle, on pourrait dire, en tout cas sous la surveillance du peuple de Paris. Et donc c'est fondamental pour le cours de la Révolution. Voilà, c'est par exemple. Ou bien pour les esclaves, on apprend souvent, parfois, pas souvent, on apprend parfois qu'il y a eu une première abolition de l'esclavage en 1794 par la Convention, mais on dit rarement
que cette abolition a été en fait provoquée par une importante révolte d'esclaves en 1791, donc à Saint-Domingue, et que c'est des envoyés en mission à Saint-Domingue qui ont fait les premiers textes à la suite de cette insurrection des esclaves, qui ont fait les premiers textes d'abolition de l'esclavage qui ont après été confortés par les députés de la Convention. Voilà, par exemple. D'accord. Alors après, bon, au 19e siècle, il y a un nouveau monde qui émerge avec aussi une classe nouvelle, les prolétaires. Et puis, ton livre, il s'attarde sur les révoltes ouvrières qu'il y a dans la période, disons, de 1830 à 1871 à la Commune de Paris. Bon, bah, des révoltes sur lesquelles il y a une littérature, enfin un certain nombre de textes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ces révoltes aujourd'hui encore, les canuts lyonnais par exemple, ou les communards? Mais il y a une source très importante qui a été publiée, qui est l'écho de la fabrique. Et donc, c'est revenir au texte. Pour moi, il était très important de revenir au texte, de les lire de très près et de voir ce que justement on pouvait tirer d'éléments qui ne sont pas mis en avant. Par exemple, j'ai trouvé dans l'écho de la fabrique un texte qui mettait en cause l'occupation de l'Algérie. Et j'étais très surprise de penser que ces tisseurs lyonnais pouvaient s'intéresser justement à l'Algérie. Ou bien, pour les canuts toujours, ça montre pertinemment que ce n'est pas, contrairement à une légende qui était largement diffusée, il s'agit d'ouvriers prolétaires, mais ça c'était des propriétaires de métier, c'était des tisseurs, et qui employaient eux-mêmes des ouvriers tisseurs ou des ouvrières qu'on appelait les compagnonnes, mais ce n'était pas du tout les prolétaires, les premiers prolétaires du 19e siècle, par exemple. Alors c'était connu, hein, mais c'est revenir au texte, je pense que c'est important, revenir aux paroles aussi. Il y a d'autres historiens qui ont fait ça très bien, je me suis appuyée sur leurs travaux, hein, bien sûr. Revenir aux symboles, revenir, bon, Furex a fait ça par exemple, à tout ce qui est iconoclaste, etc. Donc toute une série de pratiques, on peut dire, qui, euh, qui transforment, enfin qui modifient le rôle de ce qu'on savait de la période. Plus revenir aussi au texte. Alors là, pour le coup, il y a des gens qui écrivent, qui témoignent, revenir justement à ces textes-là, aux textes d'ouvriers. Alors, ils ont été largement mis à jour par Jacques Rancière, hein, mais il y en a d'autres aussi, des femmes, par exemple, des journaux de femmes pendant la Commune. En fait, tout cela transforme progressivement, enfin, modifie quelque peu le récit de ces événements bien connus. Ouais. Donc après, bon, c'est une république bourgeoise qui l'emporte, qui s'impose à la suite de ou contre ces révoltes ouvrières. Euh, alors, dans la période qui suit, le livre il montre aussi qu'il y a pas mal de luttes, même à l'époque où les femmes n'ont pas de droit politique, il y a des luttes souterraines, d'idées, de revendications, y compris parmi les couturières, dans les clubs. Est-ce que tu peux citer un ou deux exemples d'associations, de journaux, enfin, de Mais personnalités? je peux en citer, oui, je peux citer deux exemples rapides. La première, c'est la première grève ouvrière de femmes, qui est de 1869, la grève des ovalistes. C'était des ouvrières qui préparaient la soie à Lyon et qui font grève et qui tiennent la rue. Alors, quelque chose qui était tout à fait exceptionnel, hein, les femmes dans la rue qui protestent, qui occupent la rue, qui vont dans les cafés, qui chantent, qui cassent les vitres du patron. Enfin, c'est tout à fait exceptionnel. Et on s'en est beaucoup moqué parce qu'elles ont écrit une lettre au préfet, pas lui demandant, on dit, elle demande au préfet de faire grève. Non, elle ne lui demande pas de faire grève puisqu'elles sont déjà en grève, mais elle lui demande de soutenir la grève. C'est un exemple. Et surtout, elles adhèrent à l'international, l'Association internationale des travailleurs, en juillet 69, et une d'entre elles va même à l'Assemblée générale en Suisse, donc de l'Assemblée internationale des travailleurs. Un autre exemple, c'est le premier journal féministe de l'après-guerre, en 1918, aux Antilles.
En Guadeloupe, l'Écho de Pointe-à-Pitre, c'est des femmes qui sont soutenues alors par euh, des hommes socialistes, mais qui, enfin soutenus au sens financier du terme, mais qui publient pendant deux ans un journal et elles sont en liaison avec des ouvrières syndicalistes françaises, enfin de l'Hexagone. Et donc, ça, c'est très peu connu aussi. Ouais. Alors, à cette époque, tu insistes sur le fait que la France, c'est un grand pays d'immigration, quoi. La classe ouvrière française est, pendant l'entre-deux-guerres en particulier, très largement enrichie par l'immigration. C'est une dimension de l'histoire qui est souvent un peu escamotée, non? Ou qui a été, disons, longtemps mise de côté. Oui, absolument. Et en plus, très, très souvent, on a fait cette histoire par groupe national, sans voir les points communs qu'il pouvait y avoir entre les groupes, les différents groupes nationaux au même moment. C'est-à-dire quelle expérience ils partageaient, qu'ils soient polonais, italiens. Alors évidemment aussi avec des spécificités nationales, on peut dire. Hein. Les Polonais venaient souvent avec leur curé, leur bonne sœur. C'était un groupe très soudé. Les Italiens sont venus aussi parce qu'un certain nombre d'entre eux étaient poursuivis par Mussolini et le fascisme italien dans l'entre-deux-guerres. Enfin, voilà. Et donc, ça, c'est important. Et l'autre chose sur laquelle j'ai travaillé de très près, c'est aussi le fait qu'ils n'ont pas toujours été accueillis à bras ouverts, y compris par les ouvriers et ouvrières français, qui y voyaient évidemment de la concurrence, hein, parce qu'on les payait moins, comme d'ailleurs les femmes et les hommes. Les femmes apparaissaient comme concurrentes des hommes parce qu'elles étaient moins payées. Et il y a eu alors on connaît, donc Gérard Noiriel a étudié l'émeute de 1893. Hein, Elle est morte. oui. Et moi, j'ai travaillé de très près sur l'émeute de Lyon, après l'assassinat du président de la République par un anarchiste italien, et donc les émeutes anti-italiennes et contre enfin, qui ont pris d'abord le sens d'une émeute nationaliste, mais très vite aussi ouvrière, quoi. C'est-à-dire des ouvriers s'en sont pris aux petits commerces italiens, etc. Voilà, Tu t'es beaucoup c'était. appuyé sur. Excuse-moi, oui, tu voulais Oh, je terminer. t'en prie. Tu t'es beaucoup appuyé sur ta connaissance de la région de Lyon et surtout de la région de Saint-Étienne. Hein, c'est ça, des Et, archives de cette région. Ouais. et oui, ça fait plus de 50 ans que je travaille dans les archives, si je peux dire. Donc c'est Donc, une région oui, ouvrière qui était très ouvrière. oui. Et donc, j'ai commencé par là. Bon, mes premières études de maîtrise à l'époque, c'était sur les ouvrières des usines de guerre. Et donc, je me suis appuyée là-dessus parce que j'avais aussi beaucoup travaillé les différentes sources, l'iconographie, j'avais fait des entretiens avec des femmes dans les maisons de retraite. Enfin, c'est un ensemble de sources qui permet de dégager ce qu'a été la vie des femmes et surtout de ne pas penser que toutes les femmes ont eu la même vie. C'est-à-dire que entre des femmes dont le mari était au front, qui avaient plusieurs enfants et puis qui devaient aller travailler à l'usine, ou bien des jeunes femmes qui avaient quitté le textile parce qu'il n'y a plus d'industrie ou la domesticité, parce que c'est très mal payé, et qui travaillaient dans les usines de guerre qui étaient bien payées, et avec des histoires qu'on m'a racontées. Donc de jeunes femmes l'une avait acheté un piano parce que c'était bourgeois, enfin c'était symbole de bourgeoisie, et que voilà, l'autre s'était acheté des bijoux en or, enfin voilà, donc avec c'est pas pour il y a des conditions extrêmement différentes. Il y a des conditions, c'est très difficile, le travail est très dur, il n'est pas du tout question de le nier, mais on voit on peut différencier le sort des femmes selon leur statut marital, etc., et familial. Alors, on n'a pas de temps d'évoquer toutes les périodes, mais peut-être une dernière question sur les révoltes coloniales au XXe siècle. C'est une histoire qui a souvent été racontée par en haut, par le point de vue de l'État et puis des défenseurs de l'État. Et donc, il y a des épisodes importants qui sont assez méconnus. Bon, il y a quelques années, on a un peu appris ce qui s'était passé, par exemple, le 17 octobre 1961 Mm. à Paris. Mais par exemple, là, je sais pas, peut-être que tu veux revenir sur un de ces épisodes. Je pense il y a
une répression meurtrière qui est évoquée dans le livre, qui est celle qui a eu lieu en Guadeloupe en 1967, ou un autre événement qui t'a marqué et dont tu penses Oui, oui, oui. qu'il faudrait mieux les connaître? J'ai eu l'occasion, parce que j'ai participé à une commission historique qui était créée pour justement faire l'histoire de cette période-là. Et donc, j'ai eu l'occasion d'accéder aux archives et de comprendre ce qui s'était passé. Donc, c'est en Guadeloupe, avec une série d'événements entre mars et mai 1967. Mais en réalité, la répression la plus violente, ça a été en mai 67, une grève des ouvriers du bâtiment qui réclamait 2,5% d'augmentation. Et donc, les forces de l'ordre, les patrons refusent, on envoie les forces de l'ordre tirent. Alors, on n'a pas le temps de on n'a pas de voilà. Et donc, une série de la police tire, elle tire tout de suite, elle tue ce qui était un jeune homme qui était un leader de masse, qui était très très connu parmi les jeunes, et du coup, il y a une insurrection. Les armes sont saisies c'était dans les quincailleries, les armes de chasse. Et donc, voilà, et la police tire pendant 2 jours dans les rues. Alors, il y a un certain nombre de morts. La question, c'était comment peut-on déterminer le nombre de morts? Voilà. Est-ce qu'on peut le déterminer? C'est un peu la question du 17 octobre 61. Jusqu'à présent, on est arrivé à nommer 8 personnes qui ont été tuées. Il y en a sans doute plus, mais il y a En aussi 67, là, donc en 67, hein, c'est ça? en 1967, Ouais, oui. ouais, Oui, 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 en 1967. ouais. À Pointe-à-Pitre, le 27 et le 28 mai 67. Voilà, c'est très clair. D'accord. Et donc, voilà, et c'est cette histoire-là que je me suis efforcée de montrer comment c'était à la fois l'imposition d'un ordre, alors colonial, bien qu'on soit dans un processus de départementalisation depuis 1946, mais avec aussi la pratique de fonctionnaires qui avaient fait leur classe en Algérie, qui avaient fait leur classe en Indochine, le préfet, et donc, enfin leur classe au sens de leur formation politique et administrative, et donc qui emploient en Guadeloupe les méthodes qu'ils avaient employées ailleurs, euh, dans les colonies, quoi. Et donc, voilà, c'est-à-dire que malgré cette départementalisation, on traite les populations comme des populations qui n'ont pas de droit. D'accord. Ben, merci beaucoup, Michel, pour cette présentation des luttes et des rêves. Ah, peut-être une dernière question. Le titre, Les luttes et les rêves. Ça vient de Victor Hugo, c'est le livre 3 des Contemplations. Et c'est vrai que c'est un beau titre pour dire que il y a des rêves qui ne sont pas accomplis, mais on peut essayer de les avoir. À travers des luttes. Voilà, Merci, Michel. Au revoir. au revoir.